chez vous et merci d'être avec nous pour cette heure où nous allons parler et débattre sur certains thèmes de l'actualité. Le recensement de la population est une priorité ou un prétexte pour échapper aux élections de 2023 est glissé. La levée des immunités d'Augustin Matata Ponyo, que cela présage-t-il? Est-ce que c'est un acharnement ou l'état de droit s'affirme-t-il? Carlo Koussa, analyste politique, Mathieu Takizala, entrepreneur, ce sont mes deux invités pour ce numéro. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va commencer par le recensement de la population. En RDC, les élections générales se tiendront-elles comme prévu en 2023? Bien malin qui pourra le garantir? C'est la réponse du président Félix Tshisekedi à Jeune Afrique lors de sa dernière interview à Goma. Comment comprendre cette réponse? Bonjour madame, bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct à partir de chez eux. Pour répondre à la question, j'aimerais ici d'abord commencer par le fait que pour qu'il y ait élection dans ce pays, il faudrait que les paramètres par rapport à l'organisation de ces scrutins soient réunis afin justement d'aller à bon escient dans ce sens. Mais ici, d'abord, il faudrait adresser le problème du recensement. C'est un problème sérieux qui devrait nous interpeller à ce stade par rapport à l'organisation de ces scrutins. Et nous tenons aussi en même temps à dire ici, pour rencontrer les attentes de la population et aller dans le sens du respect des lois et des textes de la République, il faudrait absolument que les échéances électorales soient respectées, c'est-à-dire en 2023. Et pour ce faire, nous savons que des démarches ont été entreprises dans ce sens, notamment au niveau de l'ONIP, qui est chargé justement, l'organe technique chargé du recensement et de l'identification de nos populations. Le NIP, ensemble avec la primature et le ministère du plan et du numérique, s'étaient mis ensemble il y a quelques semaines, quelques jours, pour discuter de la faisabilité justement de cette démarche du recensement national, parce que ce recensement, nous le savons, vous et moi, rentre dans le cadre non seulement du respect de cette démarche électorale, mais aussi dans le cadre de la fiabilité de ce scrutin. Et l'ONIP n'a besoin que, à ce point, à ce stade, de 350 millions de dollars pour arriver. L'ONIP n'a besoin que... n'a besoin, absolument. La République démocratique du Congo ne manquera pas, pour le respect de ces textes, 350 millions pour l'organisation en fait, pour ce recensement, pour cette démarche. Mais ici, il faudrait encourager le gouvernement qui rentre justement dans le cadre de cette démarche-là pour appuyer l'ONIP dans l'organisation. Nous avons vu aussi notamment la Belgique qui se porte aussi garant dans le sens de cet accompagnement-là, afin que nous passions dans des scrutins qui soient crédibles et véritablement congolais, parce que nous avons connu des scrutins dans ce pays qui ont été contestés, notamment parce que nous avons estimé, certaines personnes, certaines langues avaient estimé qu'il y avait ingérence ou infiltration dans le sens de la population. Mais ici, par rapport au recensement, nous pensons que c'est une démarche à encourager. Alors pour maintenant rencontrer la question du président, la réponse du président par rapport à votre question, je dirais ici que les élections se tiennent par rapport à une volonté populaire et que cette volonté ne peut être garantie que à travers ces recensements-là. Et l'ONIP est prêt à rendre les clés d'ici au plus tard 2023, mais à la seule condition que des financements, notamment ces 350 millions, soient dotés à son organisation pour entrer dans la phase d'implémentation de cette chose. Parce que ici, d'entrée de jeu, l'ONIP est à 80% prête sur le plan matériel à entrer dans ce cadre-là, et il n'attend ou elle n'attend que justement ce financement pour entrer dans sa phase matérielle. Alors, le président Félix Tshisekedi a pointé du doigt la mise en retard justement de la CENI, de l'installation de ces bureaux à cause
de tout ce qu'on sait. Alors, le projet de la loi sur la réforme de la CENI est passé sans encombre dans toutes les 2 chambres du Parlement, mais jusque-là, elle est contestée parce que pour le fait qu'elle soit politisée à outrance. Vous pensez aussi? Bon, madame, je vous remercie. Vous savez, le problème de l'organisation des élections, normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui est l'organe, logiquement, matériellement, techniquement, pour organiser les élections. Et vous savez que depuis Sun City, le Congo a choisi que nous puissions avoir une institution indépendante, hors administration territoriale, pour organiser. On l'a organisé presque 2006, 2011 et 2018. Et à chaque fois, il y a des constats. Moi, je propose quoi? J'ai dit qu'il faut qu'on associe aussi l'administration territoriale. Parce que l'administration, c'est le rouleau compresseur. Il ne joue pas pour les états d'âme des gens et ni pour les caprices des uns des autres. Et les propositions au niveau de la CENI, c'est qu'il fallait que toutes les belligérants, les institutions politiques soient présents. Mais même on met qu'ils soient l'opposition et les autres, ils vont commencer à s'entretuer là-bas. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, nous devons penser, parce que les élections, ce n'est pas uniquement changer les noms des gens à la tête des institutions, mais les élections sont faites pour reproclamer le développement d'un État. Je vous dis que toutes les élections qu'on a fait ici, les taux de chômage des Congolais ne bougent pas. Et ni même la géographie ne change pas en démocratie du Congo. Quand vous regardez, le bidonville prospère tous les jours. Ça signifie qu'il faut l'outil de planification. Et l'outil de planification, ça signifie que c'est autour des administrations. Parce que nous devons savoir réellement aujourd'hui, en démocratie du Congo, ville par ville, commune par commune, village par village, il y a combien de vieillards, il y a combien de jeunes, il y a combien de chômeurs, parce que c'est ça aussi, les éléments que le politique doit commencer à mettre. Pour savoir il y a combien de Congolais à l'étranger. Oui, aussi. Mais parce que toutes les élections qui ont été organisées, moi je suis de la diaspora, on n'a jamais été associés. Et ça, c'est des vrais problèmes. Et les citations de l'état civil aujourd'hui, les Congolais se baladent avec ce qu'on appelle l'attestation de vote, que vous appelez carte d'électeur. Ça, c'est vraiment impossible. On ne peut pas se planifier avec ça. Donc, il faut des outils en économie qui va nous permettre pour avancer, parce qu'au lieu de faire des élections, pour qu'on voit Pierre qui remplace André, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit des élections qui permettent aussi à la population d'avancer. Aujourd'hui, notre population est asphyxiée. Les gens, le métier qui devait rénover et donner la valeur ajoutée à la démocratie du Congo sont dans la rue. L'informel ne bouge pas. Ceux qui sont élus ne parlent pas plus des problématiques sociétales de la démocratie du Congo. Parce que la société doit avancer. Moi, je pense que l'histoire de la CENI, il faut associer l'administration du territoire, le ministère de l'Intérieur. Donc vous pensez que, le ministère de l'Intérieur devrait reprendre son droit à organiser comme le politique. Vous savez, même les partis politiques sont gérés par le ministère de l'Intérieur. Oui. Qui donne le statut? C'est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Ça signifie que le parti politique, ce sont des faits privés. Ce ne sont pas des faits publics. Alors aujourd'hui, cette histoire-là dit, voilà, il faut la société civile, il faut le parti politique soit présent. On voit des gens. Ils sont montrés leurs limites. Moi, je pense que il faut mettre vraiment une dose d'administration. Parce que l'administration, il faut lui donner des moyens pour qu'il puisse nous donner les outils à chaque fois quand il y a une organisation des élections et qu'après les gens qui seront élus, qu'on voit le changement. Et par exemple, les élections majeures, qui est l'élection municipale et communale, n'a jamais été organisée. Les bourgmestres sont nommés. Or que le développement doit commencer à la base. Vous verrez que la plupart des bourgmestres, à part de faire des trucs d'état civil pour le mariage, mais les questions de développement traînent les chômeurs. Tout ça, donc, il faut aujourd'hui, si nous voulons être crédibles en démocratie du Congo, il faut associer l'administration pour le cas des élections. Parce que l'administration du territoire, c'est lui qui doit être le patron pour les élections. Au lieu de dire à chaque fois, faire le caprice des politiciens, et cela ne nous aide pas à avancer. Maître Red Kolikité, on vous reçoit sur ce plateau en tant qu'analyste politique. Alors, nous parlons de recensement de la population. C'est une polémique qui ressurgit à chaque fois et on parle de glissement, on parle de prétexte pour tirer en longueur on va dire la mandature actuelle du président Tshisekedi. Alors, pour les opposants au régime et certains membres de la société civile, même dans le camp Tshisekedi, on va parler du groupe des 13, ce projet favoriserait la fraude électorale. Alors, pensez-vous qu'une forme de représentation de la société civile changerait quelque chose à cela? Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Je tiens à présenter mes excuses pour ce retard.
Vous savez qu'à Kinshasa, la vitesse moyenne de déplacement, regarde le problème que nous rencontrons sur la route, est de 9 km par heure, qui a été démontré, ce qui est anormal dans un état sérieux. Pour rapidement répondre à votre question, il faudrait d'abord commencer par identifier le vrai problème. Est-ce qu'on doit parler recensement ou on doit parler identification de la population? Parce qu'il y a deux opérations que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, moi je pense que le vrai débat ou la vraie question ne doit pas se limiter autour de l'importance de ces recensements, parce que les recensements, c'est tout simplement le dénombrement de la population. Je pense que nous sommes tous unanimes que c'est important au jour d'aujourd'hui, ou dans un état sérieux, de pouvoir connaître le nombre de sa population, les classer par âge, par nationalité et autres, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on doit poser la question de savoir combien de Congolais nous avons en général, je crois qu'on va se référer sur des statistiques qui ne sont pas exactes. Donc, la nécessité du recensement et de l'identification des Congolais est très importante, parce que ça permet à ce que nous puissions au moins pour la première fois avoir un numéro d'identité pour chaque Congolais, et ça pourra faciliter beaucoup bien des choses. Mais ce que nous devons souligner, moi je me suis posé la question de savoir pourquoi ça doit déranger cette opération. C'est la première question. La deuxième, pourquoi on doit associer cette opération de recensement aux élections? Parce que dans tout état sérieux, cette opération émane des attributs régaliens. Donc, c'est le travail quotidien de l'État, c'est à son niveau de pouvoir savoir toutes ces données. Donc, nous devons dissocier cela aux élections. Mais si on doit relever son importance, moi je dirais que cela pourrait répercuter positivement sur l'organisation des élections. Pourquoi? Parce que ça facilitera la tâche à la CENI dans sa phase de révision du fichier électoral. Oui, mais donc il y aura un élément. Oui, mais jusque-là, cette CENI-là, le bureau n'est pas encore, on va dire, n'est pas encore... C'est toujours le même bureau qui, depuis 2018 jusqu'à présent... Alors, on se pose aussi la question, c'est Nanga qui sera toujours là, parce que jusque-là, rien ne bouge au niveau de la CENI. Et si vous parlez maintenant recensement, ça viendra quand tout ça? Ce sont des questions que les gens se posent. Je crois que le processus est en cours. Oui. Le président a promulgué la loi organique le 3 juillet, comme la RTNC a mentionné hier. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun blocage pour l'instant. Il faudrait maintenant que l'Assemblée nationale puisse mettre en place un calendrier pour la désignation des animateurs dans différentes souches. Et je pense que c'est question de temps. Bon, alors, pour revenir sur ce que vous avez dit, moi, je me pose la question sur les temps. Si nous devons dire que le recensement est fait en marge de l'organisation des élections, je crois que le temps pourra poser problème. Pourquoi? Parce que cette opération, au regard de la grandeur de notre pays, l'étendue de notre pays, je pense qu'il faudrait suffisamment du temps et ça demande un coût considérable. Est-ce que le gouvernement a réuni tout le moyen nécessaire, tout le moyen technique, tout le moyen financier pour que cette opération puisse avoir lieu dans de bonnes conditions avant 2023? Moi, je réponds dans la négation. J'ai dit non, je suis pessimiste à cet effet parce que je sais comment les choses évoluent dans notre pays. Mais je suis partant de ceux qui pensent que cette opération peut bien commencer aujourd'hui et finir un peu plus tard, même après 2023. Et ça ne peut pas bloquer, ça ne peut pas avoir de l'incidence sur l'organisation des élections parce que la CENI a aussi sa phase de révision du fichier électoral, l'enrôlement. Donc c'est en fait
identique à ce qui va être fait, mais le recensement et l'identification vont un peu en profondeur. Parce que la CENI se limite aux électeurs, vous voyez, se limite aux électeurs, aux nouveaux majeurs, exactement. Mais cette opération a l'avantage d'identifier en commençant par ceux qui sont nés, c'est-à-dire les enfants, les majeurs et aussi les adultes. Okay. Voilà. Donc il faudrait dissocier cela, ça n'a rien à voir avec la tenue des élections. Monsieur Karoukoussa, vous pensez que ça n'a rien à voir, aucune incidence, le recensement qui pourrait être fait maintenant ou après avec la tenue des élections en 2023? Ici, nous sommes, madame, dans un contexte, puisque la question faisait allusion notamment aux élections. Et dans ma précédente intervention, j'ai voulu faire le lien entre les élections et l'identification nationale au niveau de l'ONIP, notamment le recensement et l'identification nationale. Mais avoir de l'incidence sur les élections, j'aimerais aussi dire ici que non, parce que nous avions connu des élections qui sont crédibles, qui ont été crédibles en 2018, qui ont vu l'élection notamment du président actuel, le président Félix Tshisekedi, avec un fichier électoral que la CENI a rendu public. Et nous disons que ce même fichier, pour rejoindre mon co-débatteur, ne pourrait que être révisé au niveau des nouveaux majeurs et au niveau, par exemple, de certains points qui vous savez que ce fichier est largement contesté. Le fichier est contesté, mais ce fichier, parce que nous parlons ici des élections, qui sont une guerre politique, qui, on ne devrait pas s'attendre dont nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'il soit accepté, que ce fichier soit accepté à l'unanimité, parce qu'il faudrait parce qu'il y a une implication politique qui rentre en cause dans ce genre de débat. Mais ici, nous, ce que nous pouvons retenir, c'est que ces élections ont vu l'émanation notamment d'une alternance qui, aujourd'hui, a le président Félix Tshisekedi à la tête de l'État. Donc, nous pouvons aller dans ce même sens-là, mais parce que nous savons qu'il y a eu des contestations, pour faire mieux, nous proposons donc, dans ce sens-là, que l'ONIP, puisse être doté des moyens nécessaires à l'organisation de ce programme de recensement et d'identification nationale. Et comme je le disais avant, l'ONIP avait prévu de rendre le fichier d'ici décembre 2022, mais à condition que ce montant de 350 millions soit débloqué à temps pour permettre justement à cette entité de faire son travail et de rendre compte dans les délais. Donc, pour répondre à votre question, je crois que j'étais suffisamment lucide. Voilà, alors il y a une question aussi qu'on se pose dans l'opinion, c'est la question de l'Est, avec toutes les infiltrations qu'il faut. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas justement qui est congolais, qui ne l'est pas. On soupçonne certains de nos voisins avoir eu cette carte d'électeur, dont vous avez appelé ça comment encore une attestation. Une attestation de vote. Voilà, une attestation qui est renouvelée à chaque fois lorsque vous avez le processus électoral. On soupçonne certains de nos voisins, certains de nos voisins d'avoir cette carte d'électeur-là. Et on s'est dit que c'est tout autre qui peut l'avoir. Alors, puisque le fichier électoral, selon vos deux co-débatteurs d'en face, ne crée pas tellement un problème, moi je me demande si vous pensez déjà la même chose et s'il faudrait juste, comme on a fait avec les élections passées, revenir dans le bureau. Oui. Vous savez, le mal de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Ça signifie que l'investissement recule. Nous consommons. On est une république des consommateurs. Les élections ne peuvent pas être uniquement pour changer les hommes. Les élections doivent permettre à transformer la cité congolaise. Et il y a des problèmes profonds. Ils sont en face. Il faut réformer cette société. Si nous partons comme ça, on va faire des cycles électoraux qui ne vont servir à rien. Ça signifie qu'on va changer des humains. La politique, c'est une noblesse, mon frère. Elle est faite, madame, excusez-moi, je dis mon frère, la politique est faite pour changer la cité. Et la cité congolaise a des problèmes aujourd'hui. Vous savez que les classes n'existent plus. La population est popularisée. L'usine, n'en parlons pas. Et cette insécurité de l'Est, pour bien l'anéantir, il faut avoir une administration costaud qui permet à changer beaucoup de choses. Parce qu'il faut que les hommes soient contrôlés à la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas prendre à chaque fois 1 milliard, mettre sur l'espace public, et puis après, on va commencer à s'entretuer, et qui n'a pas gagné, tout ça, ainsi de suite. Non. Vous savez, les erreurs, il faut les éviter. Parce que nous sommes d'abord, en période de crise,
où tous les États comprennent qu'il faut changer beaucoup de choses, sauf que la République démocratique du Congo et toutes les résonances intellectuelles congolaises, nous pensons uniquement aux élections, mais est-ce que ces élections, il faut faire des bonnes élections qui vont permettre à la République démocratique du Congo de sortir de cette auberge qu'on est là pendant 60 ans. Ça signifie que la partie belge la Belgique a fait 80 ans. Donc ça veut dire qu'il nous dépasse uniquement de 19 ans. Et nous, c'est 61 ans. 61 ans, même le peu que la Belgique a laissé, aujourd'hui, on le cherche partout en République démocratique du Congo. L'exode, nous dépendons des chanchards. Donc, pour faire des élections, il faut associer l'administration. Je vous dis, si on n'associe pas l'administration d'État territorial, vous allez voir que même qui donne les cartes d'identité, c'est l'administration. C'est le cadre judiciaire. Il faut travailler avec l'administration de l'intérieur. Qui identifie les naissances? C'est le ministère de l'Intérieur. Ce sont des mairies, ce sont des chefferies. Il faut donner des moyens à ces gens-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas... Selon vous, donc je vous dis qu'aujourd'hui, l'idéal, je vous dis qu'aujourd'hui, il faut associer l'administration et ces trucs que vous avez fait dans le boulevard Première que vous appelez CENI. Si nous voulons avancer dans ce pays. Sinon, ça ne sert à rien, c'est ça des choses à chaque fois. Mais vous allez voir qu'après des élections... Les élections et le recensement, vous pensez que c'est lié? Oui, mais c'est normal. On ne va pas faire des... Je sais que je vous dis, avec les innovations technologiques d'aujourd'hui, ça signifie qu'on peut gagner le temps s'il y a de la volonté de tous les belligérants. Il faut chercher à faire une consensus. Parce qu'à chaque fois, à quoi sert de servir quelque chose que nous organisons, mais après, Pierre va dire non, c'était pas bon. Jacques va dire non, c'était pas bon. Il faut donner à ce qu'on appelle le rouleau compresseur qui est l'administration, qui ne gère pas des états d'âme, qui gère la République, à être associé pour le processus électoral. Mais de ce côté-là aussi, c'est politisé et l'on craint. Pourquoi politiser? Quand vous dites aujourd'hui le ministère de l'Intérieur... Mais le secrétariat général n'appartient pas à un camp politique. Le secrétariat général, le ministère, le cabinet, c'est autre chose. Le secrétariat général, c'est l'administration du territoire. Ça signifie qu'il faut donner à ces gens-là le travail. Il y a des gens qui sont formés pour faire ce métier. À quoi sert on va le payer? On le paye pour faire leur métier. Vous imaginez que nous reculons partout. Mon compatriote vient de parler de 9 km l'heure. Et ça va bouger uniquement en faisant que des élections le dimanche. Il faut que les industries reviennent dans ce pays. Il faut que le secteur privé rayonne. Où on va calculer l'investissement dans le pays? Où on va faire que les Congolais puissent avoir le bulletin de paye? C'est à la CENI? Non, c'est avec l'administration que les statistiques réelles vont être sur l'espace public. Au lieu d'élire des gens pour qu'ils ont Kazakh de ministre, mais après ça ne change pas. À quoi sert? Alors d'après votre co-débatteur, il faut que ça change. Maître Red Kolikité, à entendre M. Mathieu, nous ne sommes pas prêts pour les élections. Donc on peut toujours travailler avec les mêmes personnes, mais il suffit juste d'un renouvellement. Donc les élections... Non, je n'ai pas dit qu'on n'est pas prêt pour les élections. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse des choses d'une façon innovant, parce que ça fait déjà 2006, 2011 et 2018, toujours dans la même façon. Mais de la même façon, nous ne sortons pas de l'auberge. Là, vous parlez de la technologie. Oui, c'est ce que nous faisons autour de la CENI. On met l'administration du territoire le dos, mais après, ça nous donne quoi? Après, il y en a un autre qui va dire, non, c'est moi qui ai été bien élu. Et est-ce que la cité se transforme? La cité congolaise se transforme. Nos villages se transforment. Non! Donc il faut qu'on se pose des vrais questionnements. Il faut maintenant que les élections permettent à la République démocratique du Congo que nous puissions avoir une population en mouvement. Aujourd'hui, les jeunes Congolais ne travaillent pas. Mais là, je pense aussi que ce sont les partis politiques qui doivent jouer leur rôle, hein, leur rôle social. Pourquoi ils sont partis politiques? Ils doivent être contrôlés. Ils sont contrôlés par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ils donnent le dos au ministère de l'Intérieur? Pourquoi ils font plus confiance? Quand ils disent le Bergeron et la société civile, est-ce que le patronat est associé à votre truc d'Albert Ier ici? On dit confession religieuse. Mais qui crée des impôts dans ces pays? Ce sont des patrons. Pourquoi ils ne sont pas associés? Ils sont quoi? Pigeons? En République démocratique du Congo? Non. Il faut que l'administration rentre à l'intérieur de ce processus d'élection. En tant qu'entrepreneur, c'est normal que vous défendez cela aussi. Nous en avons besoin de ça parce qu'il y a plus de chômeurs en République démocratique du Congo. Bien sûr. Maître Red, une commission gouvernementale chargée de statuer sur la problématique du recensement a été mise en place ce lundi, 5 juillet. Alors, quelle est selon vous la difficulté? Parce qu'il faut noter que le recensement, c'est l'une des 6 priorités plutôt du gouvernement Samalou Kondé. Quelle est selon vous la difficulté auquel sera butée cette commission? La difficulté majeure?
Je ne veux pas d'abord être un prophète des malheurs pour les initiatives gouvernementales. On ne peut qu'encourager ces genres d'initiatives, mais nous devons rester objectifs. Je crois que dans mon intervention précédente, j'ai essayé d'être un peu plus objectif dans ce que nous sommes en train de constater ou nous sommes en train d'assister. Et donc, moi, je le dis, je réaffirme ce que je viens de dire, que si au jour d'aujourd'hui, le gouvernement pense qu'il est prêt à ce que cette commission puisse produire un résultat attendu par rapport aux attentes de la population, dont acte. Mais moi, je pense que le recensement et l'identification, ce sont des mécanismes très sérieux et qu'il ne faudra pas le faire avec précipitation. Dommage que nous avons perdu un peu plus de temps avec le jeu politicien, qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pratiquement 3 ans passés, et nous sommes en train d'atterrir, fin mandat, et nous parlons aujourd'hui élection, mais nous ne pouvons pas empêcher le gouvernement de travailler. Ils doivent travailler, oui. Il y a les élections qui est un acquis constitutionnel, c'est-à-dire il y a un délai, et le Parlement qui est le poumon pour nous offrir un cadre apaisé par rapport aux élections, sont en pied d'œuvre. Et le gouvernement, au-delà de l'aspect élection, ils doivent travailler pour assurer le social du peuple congolais. Et donc moi je dis, si on doit recenser pour les élections, je crois que le facteur temps pose problème. Et ça, je l'ai dit, je sais pourquoi je le dis. Sauf s'ils pensent que nous devons faire les choses avec précipitation. Et à la manière électronique, comme le propose... Avec les avancements technologiques, et on peut évoluer. Il n'y a pas question de dire aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les années 20. Pour la première fois, a mis en place un ministère du numérique. Qui est associé aussi à cette commission. Oui, justement, c'est pour répondre à ce problème. C'est-à-dire, nous avons acquis un retard, c'est-à-dire par rapport au développement technologique. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers le président, il y a quand même quelques volontés, mais il faudrait, au-delà de ça, matérialiser cela, parce que dans d'autres pays, il suffit de prendre votre nom ou le numéro de votre carte d'identité, on a toutes les informations sur vous. Donc il y a un serveur central au niveau mais ça se construit, de l'intérieur. Malheureusement, dans notre pays, nous en avons pas. C'est d'ailleurs la cause qui fait que, l'une des causes qui fait que aujourd'hui les Congolais ont du mal à avoir le visa dans des États sérieux, parce que ils ne savent pas comment identifier le Congolais. Vous venez avec votre nom, demain vous pouvez disparaître, et si on pose même la question à l'État congolais sur les informations sur un citoyen, le gouvernement peut avoir du mal à l'identifier. Et à combien plus forte raison ses partenaires ou ses États. Donc, le recensement, l'identification pourra vraiment aider le peuple. Je dis bien, je souligne, aider d'abord le peuple. Pas les élections d'abord. Non, d'abord le peuple. Parce qu'aujourd'hui, si un Congolais a un problème avec un inconnu congolais, si nous sommes tous identifiés, c'est question de se référer au ministère de l'Intérieur avec certains éléments et directement on l'identifie. Donc, je crois que, et je tiens à dire qu'il faudrait dissocier ces deux opérations. Merci. Carlo Lukusa, moi, il y a toujours une question qui me chiffonne, c'est par rapport aux étrangers qui sont dans ce pays. Je ne le dis pas de manière à les repousser, mais je me dis qu'en ce moment, il y a aussi cette polémique-là, de père et de mère, il y a tout ça. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a des passeports différents au nom d'une même personne qui ont fuité d'un homme politicien. Je me dis, aujourd'hui, avec cette problématique-là, on ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Et
le fichier électoral, vous pensez vraiment qu'il ne faudrait pas bien regarder là-dessus et vouloir le revoir? Et s'il faut le revoir, combien de temps ça peut prendre? Mais justement, je veux me redire ici, en insistant, qu'il faudrait absolument donner des moyens. Mon frère ici venait de faire allusion notamment à la technologie, mais cela rentre dans le cadre du ministère du numérique et du plan. Et ce ministère est associé justement dans cette démarche, notamment dernièrement, je venais de faire allusion à la rencontre entre ce ministère, la primature et l'ONIP, qui veut absolument mettre en exergue cette démarche pour aboutir justement à ce point-là. Donc, mais ici, il faudrait parler de l'association absolue du ministère de l'Intérieur qui, selon mon frère, est l'organe technique. Doit chapeauter, oui. Oui, mais le secrétariat général, aujourd'hui, nous connaissons dans ce pays comment est-ce que ces fonctionnaires de l'État s'associent ou s'allient à des représentations ou à des partis politiques pour demeurer à ces postes-là. Aujourd'hui, la délégation politique qui est le ministère, qui est le ministre au niveau du ministère, n'a plus pratiquement plus de différence entre, il n'y a plus pratiquement de différence entre la profession, les professionnels de carrière qui sont les secrétaires généraux et les ministres qui sont l'émanation des partis politiques en tant que délégation politique. Il n'y a plus de différence. Donc si on devrait aujourd'hui dire qu'il faudrait absolument confier le rôle, la démarche ou le programme d'organiser des élections au ministère de l'Intérieur, mais nous aurons des problèmes sérieux de confiance dans ce pays. On a déjà fait avec le cas des CENI, avec tous les belligérants. Il risque de se penser. Attendez, vous aviez plutôt mentionné quelque chose de très intéressant ici, lorsque vous parliez d'innovation. Mais nous avions vu ici avec la CENI de Nanga les machines à voter qui ont été contestées par la grande majorité ici dans ce pays. Il y en a même qui se sont rebiffés après pour revenir. Donc aujourd'hui, nous ne pensons pas, nous ne pourrions jamais dire que dans notre pays, c'est l'innovation technologique qui devrait, en principe, amener un changement rationnel ou adéquat, idoine dans l'organisation des élections. Parce que j'ai aussi dit ici auparavant que les élections sont une bataille politique qui ne devrait pas être exempté de contestation. Donc il faudrait toujours qu'on s'attende à des contestations et ça se fait partout. Nous avons vu aux États-Unis avec notamment les élections de Joe Biden et Donald Trump. Aujourd'hui, la contestation électorale, elle restera. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. J'ai retenu aussi quelque chose ici par rapport à ce ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, à travers notamment les communes, les entités décentralisées. Les entités décentralisées servent de fournisseurs d'éléments techniques qu'ils recueillent justement au sein de ces populations pour qu'un organe technique avec des praticiens, avec des techniciens, qui est l'ONIP aujourd'hui, se charge de l'implémentation justement dans le cadre de cette démarche du recensement et de l'identification de la population. Parce qu'aujourd'hui, aller dans nos maisons communales, combien de naissances sont enregistrées par jour? Vous allez vous rendre compte que même au niveau de la sensibilisation, il se pose un problème. Il y a des enfants qui n'ont pas, alors que c'est gratuit, il y a des enfants qui n'ont même plus ces enfants naissent, pas d'attestation ces enfants naissent, et il n'y a même pas des moyens qui sont mis à la disposition des services au niveau des communes pour ne serait-ce qu'aller vers les hôpitaux pour s'enquérir des éléments de recensement, notamment par rapport au gonflement des naissances et tout ça. Aujourd'hui, si on pose la question à des maisons communales, ils vous donneront un chiffre, mais si vous descendez sur terrain avec des techniciens, notamment avec l'ONI, vous allez vous rendre compte que la réalité, elle est tout autre. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons prendre l'un sans l'autre. Nous avons besoin aujourd'hui que des moyens soient mis à la disposition de cette entité qui est
formés à ces fins précis, pour donner justement à la commission électorale les éléments, notamment doter cette commission électorale d'un fichier qui soit fiable pour que cela nous serve à aller aux élections. Mais aujourd'hui aussi, nous devons mentionner quelque chose dans le cadre justement de cette identification de recensement. J'aimerais ici plutôt insister sur la partie identification, parce que vous aviez ici, pour joindre votre question, fait mention des étrangers. J'ai aussi parlé, dans ma première intervention, j'ai ici fait mention des infiltrations étrangères pendant nos élections. Nous avons vu, notamment, vous allez m'excuser, notamment à la partie Est, qui est une partie très sensible sur le plan sécuritaire de notre pays. Nous avions vu des gens qui portent aujourd'hui des cartes d'électeurs, nous le savons, des Rwandais qui portent des cartes d'électeurs, Congolais qui repartent au Rwanda, qui reviennent aujourd'hui aller avec notamment l'interdiction, vous allez m'excuser, c'est une information que je détiens par rapport au service auquel j'appartiens, des prostituées rwandaises qui ne peuvent plus faire leur travail au Rwanda, mais qui se servent des cartes d'électeurs ici en RDC pour faire le travail de prostitution, notamment dans les villes avoisinantes, notamment Goma et tout ça. Donc, il se pose un problème sérieux, d'abord, de sécurisation, de traçabilité. Et ça, c'est l'administration qui doit faire ce travail. Attendez, de sécurisation, de traçabilité et même de bancarisation, parce que je vous livre une information, je crois que vous le savez, que même à travers une banque, par exemple, les services de sécurité peuvent traquer quelqu'un et l'arrêter à travers une banque. Mais c'est comme ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pensons que la numérisation est en marche dans ce pays, et le président de la République a insisté sur ce fait qu'il faudrait numériser notre système et lui doter, justement, doter à cette numérisation des moyens pour arriver à savoir qui est congolais et qui est censé aller aux urnes ici en RDC, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les nations qui devraient y aller. Parlant des passeports, des gens qui portent, je sais exactement, les téléspectateurs savent à qui vous faites allusion, mais ici, j'aimerais pas entrer dans ce genre de polémique, parce que je pense, sincèrement, pour rejoindre le président de la République dans sa déclaration, je crois que ce problème est inopportun, cette histoire de nationalité, de père et de mère, je crois que c'est inopportun. Nous avons besoin actuellement d'abord de consolider notre société en termes de stabilité, de paix et de sécurisation, pour que finalement ce genre de problème soit adressé peut-être dans un futur proche ou lointain. Alors nous avons un problème aussi, M. Mathieu Takizala. Il y a des Congolais aujourd'hui qui exercent dans l'administration congolaise, qui sont des privés, qui ont des passeports étrangers. Ils sont français. Aujourd'hui, ils sont français. Tout le monde sait qu'ils sont français. Belges, je ne sais pas moi. Mais ils sont congolais d'origine. Mais ils sont français. Ils ont adopté, et on sait que la nationalité congolaise, elle est une et unique. Mais ces mêmes personnes-là se retrouvent et avec un passeport français, mais avec une carte d'électeur congolaise. Faut-il en parler aussi lors de ces élections? Faut-il les fichiers aussi dans ce fichier? Oui, il faut les mettre dans ce fichier électoral. Je dirais à mon compatriote que cette administration a été formée par la Belgique. La Belgique, c'est parmi les meilleurs administrateurs au monde. Et la Belgique a fait 7 mois. Il ne faut pas minimiser les gens qui travaillent dans l'administration démocratique du Congo. Il y a des hommes de carrière qui sont compétents, mais on ne donne pas assez de moyens à ces gens-là. Donc, il faut donner assez de moyens, c'est quoi? C'est leur salaire qu'ils perçoivent? Non, c'est pas, non, l'outil. Regardez nos administrations aujourd'hui. Il y en a qui sont prises dans le dactylo, tout ça, ainsi de suite. Il faut donner la logistique à ces gens-là, ils vont faire leur travail. Si vous voulez que ça avance avec la démocratie du Congo, en tant qu'un technocrate, si vous ne mettez pas la technocratie administrative, rien ne va passer. Mais la politique, je crois que le problème, la politique les a rendus prolétaires. La politique les a rendus prolétaires. S'il vous plaît, écoutez-moi un peu. Je vous ai écouté religieusement. Il faut l'échange. Oui, c'est normal, c'est un échange, je vous dis. Donc, écoutez, le problème, c'est quoi, mon compatriote? Vous savez qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amusement des 70 ans ou des 80 ans. Nous devons rectifier la façon de faire. Vous savez, l'appartenance d'idéologie politique des individus, chacun en a, même dans des pays prospères. Mais maintenant, il faut l'outil de contrôle. Et sans outil de contrôle, ça signifie que l'homme peut dégénérer. Et sauf aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens tombent plus dans le noir en faisant des choses qui ne sont pas nobles, parce que le brèche
où les gens peuvent gagner la vie. Vous savez qu'est-ce qu'on a, cette autoroute qu'on a faite du XXIe siècle. Signifie qu'on a montré dans l'hierarchie sociale de la société congolaise qu'il faut appartenir à une idéologie politique ou à un militantisme, moi j'appelle même pas ça les idéologies, et pour réussir. Or, si on donne des moyens aux administrateurs de carrière, aux chefferies, aux administrateurs des communes, au lieu de dire que le commune soit uniquement le tout-puissant, ce que vous appelez bourgmestre, non, il faut que l'administration de commune fonctionne, il faut que ça travaille. Le président de la République est arrivé, il a donné des moyens de locomotion pour les bourgmestres. Moi, j'aimerais aussi qu'on donne des moyens aussi de l'outil de travail aux administrations communales. Parce que c'est là où ça va permettre à ces administrations de nous traquer. Parce que c'est l'administration qui doit faire son travail. La politique, c'est un mandat, ce n'est pas une carrière. Donc, nous ne pouvons pas laisser cette République uniquement aux politiques et que ça aide de nous tourner. Nous devons chercher des voies et moyens à créer une administration fiscale, l'administration territoire, l'administration financière, c'est ce que vous venez de dire, pour traçabiliser les Congolais. Parce que ce sont des administrations qui sont des professionnels pour nous aider, que la République soit solvable. Mais si nous laissons cette République uniquement aux enchères des politiciens, on ne va pas s'en sortir. Donc, moi, je vous dis qu'il y a des femmes et des hommes mieux formés dans l'administration, sauf qu'on le donne. Observez la loi de finances des 10 dernières années. Le PCR qu'on donne à l'administration, c'est combien de pourcentage? Et le PCR qu'on donne aux institutions nominatives, les salaires que vous donnez aux politiciens, c'est plus que ce que vous donnez aux administrations. Vous voyez? Il y a une grande difficulté pour les administrations. Donc on ne peut pas les fustiger ici dans ce plateau. Moi je vous dis, si on est même dans l'administration de justice, regardez le succès. Vous encouragez ce qu'ils font. Pardon? Vous encouragez ce qu'ils font apparemment. Non, il dit qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis que l'administration, il faut lui donner des moyens. Quand vous allez par exemple à l'administration de justice, on fustige des juges en ce moment. Mais regardez comment nos juges travaillent. Le secret d'institution n'existe même pas. À une petite pièce, ils sont à 4 à 6. Construisez des endroits où ces gens-là vont avoir leur secret d'institution. Et par rapport à la question que je veux vous comprenez donc, je vous dis que par exemple, la loi doit être pour tout le monde. Oui. Il faut faire obéir la loi. Il n'y a pas encore de réforme pour le binationalité antidémocratique du Congo. Le président public a décidé, parce que nous sommes l'unique État au monde, où aujourd'hui, les Congolais, nous qui vivons en dehors du territoire, vivent des citations, il y en a qui ont opter d'autres nationalités. Mais ce sont des Congolais. Maintenant, il faut des réformes pour redonner le droit de binationalité antidémocratique. Mais comme aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, ça signifie qu'un Congolais qu'on trouve à l'administration qui a des nationalités, il faut le punir. Comment ça punir? Donc il faut pas le mettre dans le fichier. Quand vous dites punir, c'est comme ça. Mais oui, mais parce que la loi est dire pour tout le monde. Ça signifie que si la loi aujourd'hui, moi je suis étranger en France, on dit que pour aller vaguer quelque part, il faut avoir une carte de séjour en jour. Mais bizarrement, on me trouve, je suis en train de travailler, mais je n'ai pas une carte de séjour valable. Qu'est-ce qu'on me fait? On me punit. Donc aujourd'hui, comme la loi n'est pas encore réformée, donc la nationalité, ceux qui ont droit à travailler à l'administration, c'est uniquement ceux qui ont la nationalité congolaise. Mais si on vous trouve et que vous avez des nationalités et que la loi n'est pas encore réformée, qu'est-ce qu'on fait? On punit la personne. Maître Red, vous êtes du même avis pour les binationaux? Parce qu'on n'a pas encore réformé. Vous avez un passeport étranger, vous avez une carte d'électeur congolaise. Merci beaucoup, madame. Depuis un certain moment, j'ai commencé à réfléchir sur cette question des nationalités. Oui. Vous savez que cette question des nationalités ne peut pas être traitée avec beaucoup de légèreté. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent. C'est une question qui doit être mûrie. Ça ne peut pas être traité comme on l'a vu, un Noël Tchani qui se réveille un bon matin, il ouvre son laptop et il commence à proposer n'importe quoi. J'ai du respect à mon aîné, mais je pense que sur cette question, ce n'est pas de cette façon. Il faut bien lire le contexte de l'accord de Sun City. Il faut bien lire, il faut bien comprendre ce qui s'est passé en 2003 pour que nous puissions arriver là où nous en sommes. Ça veut dire que le Congolais qui a aujourd'hui la nationalité française, belge et autres n'est pas moins Congolais que moi. Dans ma propre famille, j'ai
des tantes qui sont françaises. Oui, mais ces tantes-là, elles ont une carte d'électeur. Ils ne sont pas moins congolais. Oui, mais ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Écoutez, je crois que nous sommes dans un monde en pleine mutation. Oui. Au jour d'aujourd'hui, dans des pays sérieux, les plus développés, ils ont opté pour la double nationalité. Ça a un impact au niveau économique. Ça a un impact au niveau économique. Vous savez... Mais au niveau politique, on dit que ça crée des problèmes. C'est dans la tête des ignorants congolais. Aujourd'hui, ça nous a donné quoi? L'exclusivité de la nationalité. Alors que nous voyons nos frères congolais qui ont acquis une autre nationalité pour des raisons socio-économiques, qui font plus mieux que nous, qui sommes restés ici en train de dormir, et qui ont une valeur considérable dans ces États. Je peux parler de... Il y a un docteur qui est venu une fois, je crois qu'il est aux États-Unis, le nom m'échappe, mais qui est un brillant docteur. C'est pour ça que la loi doit être réformée. Je suis d'accord. Je suis d'accord que nous puissions entreprendre des réformes sur la nationalité, voilà, mais pas pour exclure le Congolais. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que une mère congolaise qui s'est mariée à un Belge ou à un Français, qui a eu un enfant, c'est son enfant, cette maman congolaise. C'est son enfant et la maman là, on parle de la naturalisation. Elle a droit de voir son fils porter sa nationalité, ok, oui, et être demain président de la République. Non, on n'est pas dans ça, maître. On est dans le cas où vous êtes congolais. C'est mon point de vue. Oui, vous êtes congolais, mais non, la question n'est pas à ce niveau-là. La question est au niveau de vous, maître Red. Vous êtes congolais, vous avez atteint un certain âge, on va dire à 40 ans, 50 ans, vous choisissez d'être russe. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant recensement de la population, faut-il vous inclure dans ce fichier-là des Congolais? C'est ça ma question, parce que vous avez choisi. On ne parle pas de cette... Vous avez choisi. Ça me pousse à régler un truc. Lorsqu'on parle d'identification, oui, qui est-ce qu'on identifie? On identifie le Congolais, oui, mais aussi les étrangers. Oui. Et vous, dans quel cas on vous met? Ok, c'est-à-dire, quand on parle étrangers, on doit aussi identifier nos frères, c'est-à-dire les Congolais qui sont à l'étranger, ceux qui gardent encore la nationalité congolaise et ceux qui ont opté pour une autre nationalité. C'est ça, c'est tout ça qui englobe le processus. Comme ça, l'État pourra dire de manière claire que nous avons autant de Congolais qui sont à l'extérieur du pays et nous avons autant qui ont opté pour une autre nationalité, mais qui restent Congolais d'origine. Et dans notre pays, nous avons autant de Congolais et autant d'étrangers qui sont entrés dans notre pays, qui résident dans notre pays selon les catégories et selon la localisation. Là, je pense que les services de migration le font déjà. Raison pour maintenant, je pense que nous sommes tous d'accord sur l'importance de cette opération de recensement et autres. Parce que si aujourd'hui, nous avons connu beaucoup de problèmes, même au niveau électoral, nous avons vu dans des élections passées où le Nord Kivu et le Sud Kivu a représenté une démographie un peu plus dépassant tous les restes du pays. Et ça créait de vives tensions. Oui. C'est justement parce que l'État ne savait pas produire les éléments contraires. Alors, revenons à cette question qui taraude dans les esprits. Est-ce que ça pourra tirer en longueur les élections? Je pense que vous avez assez un peu répondu à ça, M. Carlou Koussa, mais est-ce que c'est fait à dessein pour un glissement? Non, moi je ne pense pas que ce soit fait à dessein pour un glissement, parce que des démarches sont entreprises dans ce sens pour qu'on arrive, parce que nous ne devons pas ici nous fier à des opinions sur des plateaux de télévision, parce que là c'est des opinions qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est préparé sur terrain, avec des techniciens
désignés par notamment les institutions, le gouvernement et tout ça. Donc, ce que nous pouvons ici encourager, c'est que le travail soit fait et aille de l'avant et que les financements suivent ce travail. Mais j'aimerais ici insister, juste pour... je crois que lorsque je venais de relire la Constitution, l'article 10 est clair par rapport à qui doit être considéré comme Congolais et qui peut prétendre à certaines responsabilités et tout ça. Je vais juste lire le premier ou le deuxième. La nationalité congolaise, article 10, est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Je m'arrête là et je vais à l'article 11 pour parler de notamment prétention d'accession à des postes de responsabilité. L'article 11 dit « Tout être humain, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. La jouissance de ces droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. Mais qui est Congolais? C'est celui qui est né Congolais et celui qui a adopté la nationalité congolaise. Donc, le débat sur qui veut briguer un mandat ne concerne pas ceux qui ont adopté la nationalité congolaise. Mais maintenant, le problème se pose, puisqu'il y a eu un débat dernièrement sur la toile, sur certaines personnes qui seraient détenteurs de plusieurs passeports avec plusieurs noms. J'aimerais pas aller dans ce sens-là, mais c'est là maintenant, pour revenir à notre débat du jour, c'est là qu'intervient le souci du gouvernement pour identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce que l'identification entre techniquement dans le sens où on dirait celui-ci l'a reçu, cette nationalité, par naissance ou par acquisition. Mais si cette personne l'a reçue par acquisition et que cette même personne détient une seconde nationalité, la loi est contre cette personne parce que cette exclusivité lui est automatiquement retirée. Donc nous ne devons pas ici faire des débats basés sur des sentiments personnels ou du fanatisme. Nous devons rester dans le cadre de nos lois et de nos textes pour faire avancer notre pays. Merci. Oui, donc par là, je comprends que ma question, vous avez répondu à ma question pour dire, chacun à sa manière, pour dire que celui qui a une nationalité autre, parce qu'on a vu par exemple l'exemple avec le ministre... La concurrence, la nationalité congolaise est jalouse, en termes clairs, en français facile. La nationalité, la détention de cette nationalité, elle est jalouse. Elle ne permet pas qu'il y ait concurrence avec une autre nationalité. Alors, là, donc, lorsque vous voulez briguer... lorsque vous voulez briguer des droits qui sont nationaux, cette nationalité, cette concurrence est interdite, vous interdit justement d'entrer dans ce genre. Parce que nous savons ça, c'est ce qui existe. C'est ce qui existe. Mais nous parlons, je crois que le débat était autour de la réforme. Oui. Non, mais justement, s'il faut qu'il... Ça, c'est un souhait pour vous. C'est un souhait, justement. J'ai dit ici, mes chers frères, j'ai dit que nous ne devons pas ici faire des déclarations sur base des opinions. Nous devons rester, c'est pourquoi j'ai lu les textes de loi, et il faudrait ici qu'on reste établi sur ces textes. C'est ce que madame a voulu savoir aujourd'hui, qu'à l'ère actuelle, il y a des gens qui détiennent des nationalités étrangères, des passeports étrangers, mais qui travaillent à l'administration. Or, comme la loi n'est pas encore réformée, automatiquement, il faut les sanctionner. Je vais vous choquer, madame, vous êtes de l'organe de presse, et à la tête de votre organe de presse, vous avez un candidat qui détient la nationalité française, mais qui se présente encore en tant que candidat pour un renouvellement de mandat. Donc vous-même... En le recensant, maintenant on dira quoi? Que c'est un Congolais ou c'est un Français? Donc, c'est la question que vous imaginez qu'un tel débat
se passe sur des médias de télévision pendant que le responsable lui-même d'un de ces grands médias de télévision ne respecte pas la loi. Et vous aviez ici fait allusion au fait que cette personne devrait en principe être mise derrière, punie et tout ça. Et donc, il faut sanctionner, mais parce que... absolument. Mais le travail, justement, de la justice, dans ce sens, et pour rejoindre maintenant les dires du président de la République, à Goma, que la justice devrait, en principe, répondre de ses réelles attributions et faire son travail pour l'avancement de notre société. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut doter l'administration. Il faut doter l'administration. L'administration, c'est l'administration qui doit commencer à voir, ah, madame n'est pas dans la logique, il faut le punir. Donc si nous laissons l'administration à côté, ça sera extrêmement difficile pour regarder et tout ce qui ne va pas. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, et le président de la République, en arrivant, il a souhaité que nous puissions, parce que la constitution congolaise, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, il faut changer. Il faut vraiment qu'on réforme la République démocratique du Congo si on veut être compétitif vis-à-vis des nations du monde. Nous sommes en retard et aujourd'hui on ne peut pas faire du statu quo. Mais on nous a laissé entendre, je m'excuse, on nous a laissé entendre par certaines langues que la République démocratique du Congo était dotée de la meilleure constitution. Non, écoutez, le problème est que la loi fondamentale... Franchement, cette façon de voir les choses, la loi fondamentale doit permettre à la République démocratique du Congo d'avancer. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expertise telle que le cas de nationalité aujourd'hui. Nous avons des Congolais qui sont compétents. Moi, par exemple, qui vous dis, je suis papa des 3 métis, vous comprenez? Et ces enfants-là pouvaient être un atout pour la République démocratique du Congo. Mais à l'heure actuelle, ça ne peut pas, parce que, vu ils sont d'origine, la maman est d'origine française, et automatiquement, ils ont la nationalité, donc ils sont français. Alors aujourd'hui, s'il faut recenser, vos enfants ne font pas partie des Congolais. Nous disons qu'il faut, la loi doit être réajustée. Il y a beaucoup de choses dans la constitution congolaise à l'heure actuelle qui permettra par la République d'être solvable. Il faut que ça change. Et c'est le souhait aussi du président Tshisekedi que nous puissions revoir, par exemple, la situation de binationalité. Mais pour l'instant, nous pensons que l'administration, pour moi, nous ne devons pas mettre l'administration à côté. Nous devons associer l'administration et donner des moyens à l'administration de la République démocratique du Congo, toutes les administrations, l'administration de justice, l'administration, vous voyez par exemple l'excédent, l'argent qui circule aux mains des gens. Vraiment, ça nous permet pas. Mais la loi, madame, s'il vous plaît, nous exigeons aux experts ou aux technocrates que nous puissions créer de la valeur, mais si vous gardez l'argent chez vous, on ne créera pas de la valeur. Donc ça signifie que la terrorisation de la monnaie, je suis monétariste, et ne nous permet pas aujourd'hui que nous puissions être actifs. Donc je crois qu'il faut réformer même le détien des fonds à la maison, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec des millions qu'ils avaient sur le coffre-fort. Donc il faut maintenant, il y a beaucoup de réformes à faire à la République démocratique du Congo, et ces réformes, pour qu'ils soient réalisables, il faut que nous associons l'administration, il faut donner des moyens à l'administration congolaise pour que l'État soit vraiment un État prospère et comme tous les États du monde. Voilà, le dossier Matata Ponyo, lever des immunités, ça s'est fait lundi, voilà, avant-hier, les immunités parlementaires du sénateur Augustin Matata Ponyo sont levées afin que celui-ci puisse être entendu dans l'affaire de détournement de deniers publics des fonds destinés à l'indemnisation de 300 personnes qui seraient propriétaires des biens aérianisés. Maître Red, Matata Ponyo a-t-il été lâché par ses pairs, comme on le répète dans l'opinion, ou le procureur général près de la Cour constitutionnelle a eu raison de son insistance? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à cette question, j'ai entendu quelque chose qui a attiré un peu mon attention. C'est qu'on dit que la RDC a été dotée de la meilleure constitution. En tout cas, moi en tant que publiciste, je ne peux pas accepter des choses comme pareilles. Hein, parce que lorsqu'on parle, c'est pas le débat, excusez-moi, je prends juste quelques secondes, mais lorsqu'on parle constitution, dans tout pays, nous devons noter que la constitution doit être le reflet de l'identité culturelle d'un peuple. Est-ce le cas pour notre constitution? Si oui, pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de tourner autour du pot sur des questions constitutionnelles? Pourquoi il y a un problème d'exécution de certaines clauses constitutionnelles? Je prends le cas de 26 provinces qui nous ont amené la Constitution.
On a pris combien de temps pour sa mise en œuvre, pour ne parler que de ça. Donc, moi je crois que notre constitution, nous savons les contours de son élaboration, qui n'est rien d'autre que le copie-coller. La constitution française. Donc, nous avons copié la culture, l'identité culturelle de peuple français et belge. Et nous les avons transposées au nôtre. Et ça pose problème. Je ferme. Alors, s'agissant du dossier Matata Mponyo, je ne veux pas vraiment commenter ou discuter sur l'enclenchement ou le travail judiciaire que va accomplir le parquet près la Cour constitutionnelle. Et encore que Matata Mponyo bénéficie de sa présomption d'innocence. Mais ce que je veux noter dans l'aspect politique des choses est que nous devons apprendre à faire confiance à la justice. J'étais très déçu de voir comment nos sénateurs se sont comportés lors de les précédents réquisitoires avec un vote de rejet. Mais aujourd'hui, ils se sont amendés. Ils se sont amendés parce qu'ils ont compris que ce n'est pas dans cette haute institution du pays qu'on peut cacher des criminels. Je ne dis pas que Matata Mponyo est un criminel, mais je dis qu'on ne doit pas cacher des criminels d'État. Et je salue la décision du bureau du Sénat. Et je crois que le sénateur Matata Mponyo a tout son temps pour présenter ses moyens de défense. Il dit qu'il n'a pas ce temps-là. Le temps lui imparti fait défaut. S'il n'a pas ce temps, la justice va faire son travail. Le parquet va faire son travail. Donc, il ne sera pas laissé. Il ne va pas non plus échapper à la justice. À moins qu'il prenne la voie du Caleb Mouton. Mais sinon, si il veut vraiment laver son image, je crois qu'il a l'occasion, il a l'opportunité de pouvoir se défendre. Mais ce que je déplore, c'est cette question des détournements des deniers publics dans notre pays. Quelle est la leçon que nos politiciens, nos dirigeants démontrent aux élites, à nos enfants? C'est quoi l'exemple? Parce que demain, ils vont diriger ce pays. Mais vous dites à vos enfants, à leurs propres enfants d'abord. Alors, voilà, merci beaucoup madame, à leurs propres enfants. Donc, c'est regrettable, c'est regrettable. Aujourd'hui, c'est lui, mais moi, je crois qu'il y a d'autres encore. Il y a d'autres. Et pour terminer mon intervention, j'aimerais quand même dire une chose il ne faudrait pas que l'on assiste à une justice à deux vitesses. Il y a d'autres criminels qui sont encore à la maison. Il y a la question du fonds Covid. Hein. Il y a la question du fonds Covid où l'IGF a fait son travail, mais au jour d'aujourd'hui, ces présumés criminels ne sont pas encore inquiétés. Je n'ai pas cité les noms, mais j'ai dit ces présumés criminels du fonds Covid ne sont pas encore inquiétés. Pas à pas, il paraît. Pas à pas. La justice. Monsieur Karl Loukoussa, un autre grief est reconnu à l'ancien Premier ministre, alors que l'affaire pour laquelle ses immunités demandaient d'être levées, je pense, en premier, c'était Bukanga Alonso. Alors, on se pose la question, y a-t-il acharnement sur la personne de Matata Mponyo? Non. Parce que c'est comme si on nous a fait un peu oublier l'affaire Bukanga Alonso pour se reporter sur autre chose, où il était ministre des Finances et Premier ministre. Non, mais écoutez, moi je ne me prévalerai jamais de la justice de notre pays pour insinuer d'une quelque manière que ce soit un certain acharnement sur une personne qui devrait en principe rendre compte à la nation pour des faits. Et en tant que Premier ministre, cette redevabilité devrait être protégée même par nos opinions. Nous sommes Congolais ou nous ne le sommes pas. 400 millions de dollars à peu près ont disparu pour une production qui, en principe, en ce moment, devrait inonder nos marchés et nous n'aurions pas ce problème avec la FEC aujourd'hui, notamment.
des épandeurs qui sont bourrés de poussière, dont les moteurs sont mis sur des hors-bords privés, ouais. Des intrants qui ont été achetés, qui pourrissent, qui ont pourri, parce que je crois qu'ils ont déjà été incinérés ou quoi, parce que ça fait plusieurs années déjà. Nous n'avions vu que peut-être une production ou deux, avec notamment les marchés conteneurs qu'on avait placés ici et là, Rond-Point Mollard, je sais pas, j'en ai vu quelques-uns, Gilles Sainte-Thérèse et Kingassan. Mais c'est fermé en ce moment. Ça, hein. Oui, vous allez pour... parce qu'il n'y a plus de production, donc il n'y a plus de raison que cela continue à ouvrir. Et à l'époque où il était Premier ministre, c'est ce moment-là où on a constaté des marchés, notamment avec des Sud-Africains, sans appel d'offres. Et tout ça rentre dans le cadre d'un décaissement des finances de l'État qui, en principe, devrait être expliqué à tous les Congolais. Le Sénat a fait ce qu'il a fait. Je ne vais pas ici revenir pour vilipender le Sénat. L'opinion a déjà fait son travail. Je crois que le travail de l'opinion est aujourd'hui à vraiment acclamé. Je rejoins cette opinion parce que j'en fais partie pour dire merci à tous ceux qui sont allés dans le sens de s'insurger contre la décision qui a été prise au niveau de la plénière du Sénat. Et aujourd'hui, puisque le dossier contient plusieurs pages, il y a ce on revient sur la zaïrianisation, pardon, et tous ces commerçants de zaïrianisation qui devraient être indemnisés, et que M. Matata est encore interpellé par ce dossier, parce qu'à l'époque, il jouait le rôle du ministre de Finances et tout ça. Et d'ailleurs, le DG de la BCECO a été aussi interpellé par rapport à ce même dossier, j'ose croire. Je crois qu'ici, on ne peut pas, à moins que nous soyons animés de très mauvaise foi et que nous n'aimions pas cette République, on ne devrait pas ici faire allusion ou mentionner ou insinuer un certain acharnement vis-à-vis de M. Matata. M. Matata a promis aux Congolais de venir se présenter devant la justice pour répondre justement devant cette justice-là de ces faits. Mais entre-temps, nous avions remarqué que le même monsieur a entrepris certaines démarches au niveau du Sénat pour qu'il soit couvert. Et aujourd'hui, le Sénat en vacances, c'est le bureau qui le met face à des évidences par rapport à justement à cette réquisition du procureur général de la République pour un autre dossier. Je pense que la vérité finit toujours par triompher. Mais ici, je ne suis pas en train de dire, en disant cela, que M. Matata est déjà inculpé, qu'il présente ses moyens de défense, puisque nous estimons qu'il les a, qu'il s'adresse à la DGDP. J'ai suivi un document où il dit qu'il n'a pas été fourni en éléments de défense, notamment par le ministère des Finances et la DGDP. Je crois, j'en appelle ici aux responsables de la DGDP, je ne sais pas si je suis devant cette caméra, donnez, s'il vous plaît, monsieur DGDP et ministère des Finances, les éléments de défense à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo pour se présenter devant la justice en âme et conscience avec tous ces éléments de défense pour qu'il se défende. Parce que cette justice, vous avez le devoir ici de considérer qu'à jusqu'à preuve de contraire, M. Matata bénéficie de sa présomption d'innocence, et si vous êtes sûr des griefs qui sont portés contre sa personne, donnez-lui ces éléments dont il a besoin, qu'il vienne, qu'il se présente devant les juges et présente ses moyens de défense. Je crois que cela ne serait que justice, et nous estimons que, en réalité, la République gagnera parce que justice sera faite. Monsieur Takizala, bon, depuis hier, il y a une publication, on ne va pas y faire attention, mais peut-être qu'il faut y faire attention, on ne sait pas, parce qu'on dit rien ne fuite comme ça, où il n'y a jamais de fumée sans feu. Vous connaissez le travail aujourd'hui des réseaux sociaux, ils sont plus puissants même que nous qui passons à la télé comme ça. C'est un canal de diffusion. Oui, justement. Alors, l'opinion publique se demande si Matata Ponyo, à l'époque, on ne dit pas qu'il est, on le répète ici, on ne dit pas qu'il est coupable ou quoi que ce soit, il est présumé innocent.
Le président se demande si Matata n'agissait pas sous couvert ou par instigation de quelqu'un. Et si c'est le cas, qu'en serait-il de ces personnes-là? Si c'est le cas justement, qu'en serait-il de ces personnes-là? Vous devez savoir, dans la vie, on a des droits et des devoirs, mais automatiquement, l'arbitre, la gestion des droits et des devoirs, ça s'appelle la justice, l'institution judiciaire. Et en général, même dans des pays avancés, quand quelqu'un est devant le barreau, on traite la justice dans tout le bout. Vous comprenez? Donc, pour l'instant, je ne peux pas me situer à la place du juge ou du procureur de la République. Nous attendons que et le juge et le procureur de la République puissent nous éclairer la lanterne sur le dossier de notre compatriote. Donc, pour l'instant, la justice a saisi et la justice doit faire son travail. Nous devons se taire et respecter le professionnel de la justice à faire leur travail. Parce qu'on a l'habitude de prendre la place des juges, de laisser aux juges de faire leur boulot. Essayer de nous éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les complices? Est-ce que la justice y voit aussi que M. Matata n'a pas fait tout ça? Vous savez, il peut dire non, on s'est fait des calculs qui n'étaient pas à la place. Donc, automatiquement, à l'heure actuelle, nous ne devons pas faire des pronostics. Nous attendons à l'institution judiciaire de nous donner des moyens. Si nous voulons que la République démocratique du Congo soit une république, nous sommes dans le monde qui est mondialisé. Vous savez que nous partageons la langue française. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi ce même patois avec nous. Ils comprennent tous les gestes et surtout qu'en ce moment, nous ne devons pas donner une mauvaise image de la République démocratique du Congo parce que notre population est en train de souffrir. Mais c'est pas ce qu'il est en train de faire quand on donne l'image des dirigeants détourneurs. Oui, mais parce qu'on parle de détournement à tous les niveaux. C'est pour ça que nous disons que laissons maintenant à l'institution judiciaire de nous éclairer. Qu'est-ce qui ne va pas et qui a fait quoi, ainsi de suite. C'est à eux de nous dire. Le procureur de la République, je pense qu'il a saisi, et puis avec le juge qui a le dossier des fameux, de notre compatriote, l'économiste Matata Ponyo. Et de prouver qu'on peut leur faire confiance. Voilà. Donc il faut laisser au juge de faire le travail. Alors la dernière question, je vous la pose, et ça va faire le tour de table, parce que quelque part, le président de la République est accusé, on dit, il avait dit, il ne va pas... fouiller ou fouiner dans le passé, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des dossiers ressortent comme ça, les couleuvres sont en train d'être levées. Alors la question c'est de savoir, en tant que magistrat suprême, Félix Tshisekedi a-t-il capacité d'interférer dans un dossier en justice? Je ne vois pas pourquoi vous allez interférer le nom du président de la République, l'institution judiciaire. Magistrat suprême. Non, non. Ça, on ne faut pas faire des confusions sur l'espace public. Je pense que le président public a son job et les juges ont leur job. Donc, pour l'instant, nous devons habituer à comprendre que l'arbitre de la société s'appelle la justice. Maître Red. Le président de la République a réagi sur ce dossier lors de sa sortie médiatique. Il a dit qu'il n'a rien à voir avec Matata Ponyo. Alors pourquoi on doit citer le nom du président pendant que la justice veut faire son travail? Oui, parce que dans le cas Caméré, par exemple, on le dit, hein, c'est parce que, au fait, je vous pose ces questions-là, parce que vous devez donner des avis qui doivent éclairer notre opinion. Aujourd'hui, le cas Vital Caméré, on le met sur le dos du président de la République, c'est un secret pour personne. On dit que l'UNC dit que si le président de la République a dit son mot, toute cette affaire va se taire. Alors aujourd'hui, il faudrait que vous éclairez l'opinion en tant qu'analyste pour savoir si, en tant que magistrat suprême, parce que je l'ai entendu quelque part, quelqu'un dit en tant que magistrat suprême, il doit, il peut. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Le peuple congolais doit savoir une chose. Le président de la République n'est pas là pour faire ombrage à la justice. Sinon, il sera en train de marcher sur sa propre vision de l'instauration de l'État de droit. C'est pour la première fois dans notre pays que nous voyons la justice faire son travail comme il se doit, sans interférence. Le président l'a dit. Il a demandé aux magistrats d'arrêter même ses propres collaborateurs qui vont interférer dans les affaires de la justice, qui vont faire ombrage. Il faut saluer une telle initiative. Il ne faudrait pas voir le président partout, même dans les dossiers Caméré. Le président n'a rien à voir. Je ne suis pas ici pour défendre le président, mais soyons quand même honnêtes lorsque les choses évoluent comme il se doit dans un État sérieux, parce que il y a un adage qui dit c'est la justice qui élève une nation et le président n'a que donné la chance à cette justice pour que demain nous puissions espérer un changement. Sinon, on sera dans un cercle vicieux. Parmi les reproches de l'ancien régime,
on lui reproche aussi d'avoir empêché d'une manière ou d'une autre, même par son silence, l'ancien régime a eu à ne pas faciliter la bonne marche de la justice. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que nous devons mettre le président de la République en dehors. Parce que lorsqu'ils ont détourné, lorsqu'ils ont touché à l'argent du pauvre contribuable congolais, le président n'y était pas. Le président de la République n'y était pas. Donc, il faudrait que tous ces gens-là puissent répondre. S'ils sont innocents, la justice le dira. Merci. À votre dernier mot par rapport à ça, à cette question? Oui, j'aimerais essayer de dire... en fait, le président était clair, il était vraiment clair. Moi, je pense que les gens peuvent faire le lien entre le président et des cas d'interpellation judiciaire. Ça n'a vraiment pas de raison d'être. Ils disent que c'est le magistrat suprême, mais il l'a lui-même dit. Alors, que ferait-il alors de ce principe de Montesquieu, de séparation de pouvoir? Je crois que, et aujourd'hui, c'est cette même opinion qui attend que le président aille dans le sens de ce genre de décision pour que cette même opinion revienne et dise que le président s'interfère dans les affaires de justice et que ça devient un dictateur, ça devient quelqu'un qui donne des ordres. On a même fait allusion au député provincial qui a été arrêté pour diffamation et insulte vis-à-vis du chef de l'État dans la partie Est, je crois que c'était à Beni, pour dire que non, c'est le président qui a finalement donné l'ordre qu'on le libère et que finalement le président aurait, comme il le nie, aurait intervenu dans des affaires de justice. Mais ici, il faut mentionner que lui, le plaignant en tant que la personne vilipendée, a le droit de retirer une plainte, puisqu'une plainte n'a pas été... c'est pas en tant que président de la République. En tant qu'individu, il n'a pas instruit ou il ne s'est pas plaint auprès de la justice par rapport à ces insultes-là. Donc, il avait le plein droit en tant que citoyen de retirer cette plainte-là, puisque cette plainte n'est pas venue de lui. Et donc, voilà, quoi. Donc, nous ne pouvons pas ici tout le temps chercher des voies pour essayer d'incriminer le président, le ramener, le tirer vers le bas. Je pense que c'est un citoyen congolais qui veut la transformation d'une société de sa société à travers une vision en tant que président de la République. Il faut plutôt le soutenir et l'encourager à réussir dans ce pari, au lieu de nous attarder dans des histoires rocambolesques à la place des réseaux publics qui ne riment à rien et qui ne changeront pas notre société. Donc ici, nous continuons d'encourager le président de la République d'aller dans le sens de la vérité et de la justice dans notre société. Merci messieurs, l'émission est finie. Nous avons fait notre 1h30, hein, voilà. Donc, l'émission est finie et je vous remercie d'être venu. Merci aussi à vous, notre public, de nous avoir suivis. Nous avons parlé aujourd'hui de la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno et nous avons parlé aussi de cette histoire de recensement de la population. Est-ce que ça devait tirer en longueur les élections? Vous avez eu les réponses sur ce plateau avec Carlo Koussa, analyste politique, Maître Red Kolikite, qui est analyste politique aussi, et M. Mathieu Takizala, qui est entrepreneur en République démocratique du Congo. Vous suivrez cette émission en rediffusion ce soir à 21h30. Entre-temps, je vous dis à vendredi. Et demain, c'est Merveille Baelingue qui va vous présenter cette émission. Au revoir.